Allô Célia? Allô Florence, ça va bien? Ça va tellement bien, toi? Oui, ça va bien. Je suis vraiment contente. On est enfin ici à enregistrer notre premier podcast. Oui. Fait que, en gros, c'est un podcast où on va parler du système d'éducation parce que je pense que c'est notre passion commune, puis on aime vraiment ça en jaser. C'est un passe-temps, là. Oui, on fait podcast, ça pour le plaisir. Ça nous tentait, on l'essaye, mais ne nous en tenez pas rigueur si ce n'est pas extrêmement professionnel et parfait. Vraiment, nous, on s'amuse. Là. Trigger warning, on va utiliser des anglicismes. Oui. Et un langage familier. On veut être le plus naturel possible, dans le fond. On fait ça pour nous, pour se divertir et pour peut-être divertir d'autres personnes si ça vous tente de l'écouter. Alors, c'est ça, on va commencer. Oui. Aujourd'hui, on a choisi le sujet de la motivation. On trouvait que c'était quand même un bon sujet pour commencer, parler un petit peu de notre motivation aussi, de faire un podcast, de s'amuser, de pourquoi est-ce qu'on s'en va en enseignement. Puis, je me suis dit, si on parle de motivation, on peut comme pas passer à côté de Vio, là, parce que si tu es au bac en enseignement et que tu n'as pas entendu parler de Vio, vas-tu à tes cours? Tu fais pas tes lectures. Tu fais pas tes lectures. Fait que, en gros, là, Vio, il en dit bien des affaires, un bon manuel, mais son modèle principal, quand on parle de motivation, qu'est-ce qu'on apprend dans nos cours, c'est... ça se résume, dans le fond, à 3 points. Que pour être motivé à faire quelque chose, surtout dans un milieu scolaire, là, des élèves, pour qu'ils soient motivés, il faut qu'ils voient de la valeur à la tâche, faut qu'ils se sentent compétents à faire la tâche et il faut qu'ils ressentent qu'il y a une certaine contrôlabilité dans la tâche. Fait que là, on s'est dit, on va aborder ça. On va en parler un peu, puis on va regarder peut-être si nous, on a notre motivation à devenir prof respecte un petit peu ce modèle. Oui, exact. On trouvait aussi que quand on avait des conversations ensemble, c'était super enrichissant, c'était super le fun. Ouais. Aussi, ça part, puis là, on trouvait que c'était intéressant, puis c'est vraiment un beau sujet pour commencer. Oui, puis on a zéro la vérité absolue, là. Ouais, zéro. On est des étudiantes en 3e année de bac, donc on n'a pas d'expérience. On a un peu d'expérience. Un peu de suppléance, ça fait quand même beaucoup. Ouais. Et on prétend pas avoir la vérité et... on fait ça pour le plaisir, voilà. Exactement. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, c'est vraiment correct. Absolument. On va probablement pas tout être d'accord avec ce qu'on dit. On va être comme... De toute manière. Ouais, on est souvent pas d'accord, mais on discute, puis... Mais c'est ça que j'aime on de est toi. Ouverte, ouais, j'adore ça. Non, c'est que souvent, on parle, puis on réalise qu'on pense pas les mêmes affaires, fait que c'est juste plus enrichissant. C'est vrai. Non, je trouve ça intéressant, c'est le OK, fait que là, mettons qu'on retourne au modèle de Vio, là. Oui. Je veux savoir, Célia, pourquoi est-ce que tu veux devenir prof? On en a juste un peu parlé, mais pas tant que ça. Fait que je veux savoir, qu'est-ce qui te motive justement à devenir prof? Est-ce que tu veux savoir comment la motivation est arrivée au départ? Ben, je pense que ça va s'entremêler. Fais juste partir. Dis-nous. Okay. Dis, ouais. On va voir. Ben, au début, je voulais absolument pas être prof parce que ma mère est prof et je voyais ma mère à chaque soir comme corriger, comme finir les bricolages, le prof de maternelle, comme plein de bricolages qui traînent partout dans la maison, revenir tard le soir. Puis j'étais comme, jamais. J'ai jamais de prof. Okay. Parce que je m'ennuyais d'elle. J'étais comme, coudon, tu sais, c'est quand qu'elle arrive le soir, on n'a pas de souper. Non, on avait un souper, mon père était là. Mais... l'image qu'on se fait de ton enfance en ce moment, Célia ne mangeait pas. non, c'était vraiment équilibré, mes repas, c'était bon. Bon, OK, super, c'était des beaux repas. Mais... OK, c'est ça. Donc, au départ, je voulais vraiment pas être prof, mais là, c'est quand j'ai commencé à travailler dans les services de garde que je me suis dit, oh mon Dieu, mais justement, il y a le facteur de contrôlabilité. Ouais! Le facteur... Mais c'est parce que dans le fond, qu'est-ce qui était le fun au service de garde, c'est qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. On pouvait faire des activités qui bougent, des activités créatives. Puis là, j'ai fait comme, oh mon Dieu, mais j'aime ça, comme montrer des choses, j'aime ça, enseigner un peu. Puis là, je me suis dit comme... Je cherchais quoi faire, je savais pas quoi faire. Donc là, je me suis dit, OK, ben, je vais m'inscrire là-dedans, puis on verra. Puis finalement, c'est quand je me suis inscrite là-dedans que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. Puis, dans le fond, ta question, c'est selon les 3 facteurs. Ben, en fait, c'est juste, tu sais, mettons, on regarde pour qu'est-ce qui nous a motivés, puis là, on va regarder, ben, ça a-tu de l'allure, ça marche-tu, qu'est-ce qu'il dit, tu sais, y a-tu vraiment un lien entre qu'est-ce qu'on apprend sur le modèle de la motivation puis notre réelle motivation à devenir prof. Puis toi, tu dis que tu as aimé le fait que tu peux un peu choisir qu'est-ce que tu fais, choisir ben, ça vient avec le facteur de contrôlabilité qui veut dire... by the way, là, que dans le fond, tu as un pouvoir de choix sur ce que tu fais. Par exemple, mettons,
contexte des élèves. Si tu veux que tes élèves soient motivés puis qu'il y ait le facteur de contrôlabilité, ben, tu leur permets de choisir s'ils font en équipe. Et en équipe de combien? Ou avec qui dans leur équipe? Tu peux leur faire choisir, tu donnes par exemple 3 questions pour une production écrite. Donc là, au moins, ils sentent que ben, ils ont un choix à faire, ils ont un rôle à jouer, ils contrôlent une certaine partie de la tâche. Donc, ça revient un peu à ça, le facteur de motivation. Donc, si tu dis que toi, ben, tu aimais ça justement au service de garde, de pouvoir choisir qu'est-ce que tu faisais avec tes élèves, ben, ça revient à ça. Tu aimes avoir un certain contrôle sur tes journées, puis sur qu'est-ce que tu choisis, comment tu choisis de planifier tes choses. Oui, exact. Mais si on compare avec l'enseignement, c'est exactement ça. Tu peux décider tes projets. Mais au départ, je voulais vraiment être enseignante au préscolaire. Parce je me rappelle, tu tripais présco, oui, là. Oui, parce qu'au préscolaire, tu as vraiment beaucoup de choix. Tu peux vraiment décider quel projet tu fais. Tu sais, quand tu es au primaire, c'est super le fun. Tu peux faire plein de projets. Les élèves, c'est super le fun. C'est juste que tu es vraiment plus encadré. La PDA, le programme, tu as beaucoup de choses à voir. Tu as beaucoup, puis là, il faut enchaîner. On enchaîne. Tandis qu'au préscolaire, tu peux prendre le temps. Tu peux prendre le temps d'arriver. Tu peux prendre le temps d'apprendre à connaître tes élèves, puis moi, c'était vraiment ça au départ, mais là, après, avec les stages, je me suis rendu compte, mon Dieu, c'est parce que là, j'aime aussi le primaire. Ouais, t'as trippé 6e année l'année passée, oui, vraiment, vraiment. 5e, 6e, j'ai vraiment aimé ça, mais aussi, je me suis permis de faire des projets, mais est-ce que c'est réaliste de faire autant de projets? Je sais pas. À voir. Fait que t'as réalisé aussi, tu sais, au départ, tu voulais pas aller là-dedans parce que tu disais, ma mère, elle travaille vraiment trop les soirs et tout, mais ça fait partie de ta contrôlabilité parce que tu choisis combien de temps tu veux investir aussi dans ton métier, puis si tu veux prioriser ta vie familiale versus ta vie professionnelle, c'est aussi quelque chose que tu peux choisir de faire, là, on s'entend. Il n'y a pas tout le monde qui rapporte du travail à la maison. La majorité des profs le font parce que c'est pas vraiment réalisable si tu le fais pas, mais d'une manière générale, il y a quand même une certaine marge que tu peux. Puis on est payé pour quelques heures pour corriger dans la semaine. Admettons, je sais plus exactement c'est combien, mais on est comme en présence élève. Puis là, évidemment, on a les périodes libres pour corriger, mais on a quelques heures. Je sais plus exactement c'est combien que ces heures-là, on est comme payé pour en faire à l'extérieur, mais c'est pas beaucoup là. Ça, je savais pas. Mais on dépasse, mais c'est comme quelques heures. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Mais je me rappelle plus c'est combien. Ça, on devrait nous l'apprendre. Au moins. Ça serait mais bien. admettons, si c'est 32 heures qu'on fait à l'école, mais tu sais, c'est normal que finalement, ça revienne à 40 heures et plus, là, évidemment, et plus, surtout en début de carrière, pour planifier, parce qu'on n'arrive pas là avec pas de planification. Puis aujourd'hui, là, quand tu regardes justement les métiers dans lesquels tu t'en vas, puis quand tu fais tes stages, qu'est-ce qui te motive à continuer? Qu'est-ce qui me motive à continuer? Ben, c'est juste agréable, c'est le fun. Dans le sens que j'essaie d'imaginer dans un autre métier. En fait, tu sais, avant, j'ai étudié en histoire de l'art. Moi, au début, j'étais comme, je vais travailler dans les musées, je vais devenir historienne de l'art. Finalement, j'ai fait une session, puis je me suis dit que c'était pas pour moi parce qu'il manquait le contact humain. Il manquait... C'est peut-être le sentiment de reconnaissance des élèves, de « Oh mon Dieu, OK, j'ai aidé un élève à apprendre, j'ai aidé un élève à avancer. » Je sais pas, c'est peut-être le sentiment de « OK, je suis utile. » Mais t'es quelqu'un qui est hyper humaine, là, on s'entend, là, qui est très sociable, t'es vraiment bonne avec les gens. Fait que justement, ça vient chercher cet intérêt-là chez toi, d'être en contact avec les enfants, puis de voir que tu peux faire une différence dans leur vie. Là, puis ça revient, petit lien à Vio, au facteur de la valeur que tu portes à la tâche. Dans le fond, t'es motivé à faire une tâche à cause que tu vois un intérêt à celle-ci. Mais si toi, tu sens justement que tu peux faire une différence dans la vie de tes élèves, ben voilà ton intérêt à faire la tâche puis à faire ça comme job plus tard. Là. Exactement. C'est exactement ça. C'est ça, ça a une valeur, ça sert à quelque chose. C'est comme les gens qui étudient en soins infirmiers, ils se disent « je vais aider, je vais soigner ». C'est un peu ça. Je m'imaginerais pas être assis dans un bureau, faire comme de la comptabilité, mais chacun a ses propres intérêts, mais moi, ça serait plus ça. Puis là, je vois où le troisième facteur embarque, puis si tu dis tu ne devrais pas être comptable, est-ce que c'est parce que justement, les maths, c'est pas ce dans quoi tu te sens bonne, versus établir un lien avec quelqu'un puis expliquer des choses, te réaliser que c'était une force chez toi. Fait que pas, c'est sûr qu'on choisit un métier dans lequel on sent qu'on va être bon, là, parce que c'est rare qu'on se dit ben moi, j'ai vraiment de la misère à communiquer, donc je vais aller en communication médiatique, tu sais, dans le sens que... C'est sûr que je me sentais compétente, justement. Quand j'ai commencé à travailler au service des gardes, je voyais les gens qui me disaient « Ah, OK, t'as pas étudié là-dedans, mais t'es bonne. » Tu sais, c'est valorisant de se faire dire « OK, les gens, ils me voient à l'extérieur, puis ils voient que je suis bonne, donc je suis comme « Oh mon Dieu, ben OK, je suis bonne, je devrais-tu aller étudier là-dedans? » Fait que oui, exactement, c'est exactement ça. Mais toi, veux-tu nous dire, selon tes 3 facteurs, comment t'es arrivée à ça? Ben, en fait, ça se ressemble un peu, tu sais, l'intérêt
à être prof, pour moi, c'est quand même un grand facteur qui a influencé ma décision, dans le sens que j'ai choisi l'éducation parce que je veux vraiment aider le plus de petits humains possible à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Puis c'est vraiment ça, tu sais, oui, le côté académique, j'aime expliquer des choses. Je donne du tutorat en mathématiques au secondaire. Honnêtement, je tripe, j'aime tellement ça, expliquer puis enseigner. Mais le primaire, spécifiquement, c'est que tu peux tellement enseigner d'autres choses par rapport à la vie. Tu sais, comment interagir avec les autres, comment tu gères tes émotions, c'est quoi les manières de faire, les manières de vivre, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui les apprend à la maison. Puis je me dis, si on veut avoir des bons adultes plus tard, des bons citoyens plus tard, ben il faut qu'il y ait ce genre d'éducation-là, qui est, oui, académique, mais qui est aussi sociale puis émotif. Fait que moi, c'est ça qui m'intéressait. Puis je vois de la valeur à ce que je fais parce que je vois chez mes élèves qu'il y a un changement, puis qu'il y a une évolution, puis qu'ils prennent confiance en eux, puis qu'ils deviennent des bonnes personnes, puis que, ils s'insultent plus, c'est vraiment le fun, t'sais. Donc, pour moi, c'est vraiment le facteur qui me motive, c'est de voir la différence chez mes élèves, puis de voir que je sers à quelque chose concret devant mes yeux. Puis moi, qu'est-ce qui me passionne dans la vie, c'est la relation d'aide. Donc, tu sais, oui, je comprends que quand tu fais un autre métier, tu peux aussi voir que ta job fait évoluer les choses et fait des changements, mais moi, le fait que ce soit un changement chez un humain, puis qui va impacter ses relations plus tard, comment, tu sais, sa vie en général, ça vient vraiment me chercher, puis ça vient me motiver. Exact. Puis, quand on parle de, justement, sentiment de compétence, oui, il y a eu des commentaires de personnes qui m'ont dit que j'étais compétente là-dedans, qui m'ont motivée à poursuivre, que ce soit mes enseignants associés, que ce soit mes amis, mais surtout quand tu reçois des commentaires des élèves et de leurs parents, moi, c'est ça qui me motive. Justement, le tutorat que je donne, j'ai une mère récemment qui m'a envoyé un message en disant « C'est fou la différence que je vois chez mon adolescent depuis que tu donnes du tutorat. Genre, je trouve qu'il est plus ouvert, il a plus de confiance. Je vois vraiment l'impact qu'un enseignant peut avoir sur un élève grâce à ce que je vois que tu fais à travers mon enfant. » Puis ça, c'est qu'est-ce qui me motive. T'sais, ça, je suis comme, wow, je suis vraiment compétente parce que concrètement, j'ai la preuve qu'une mère me dit que son enfant va mieux depuis qu'il me voit. Je vais continuer, tu sais. C'est ça motive. Je connaissais pas ça de toi. Moi, j'étais sûre que ta motivation première, je pensais que ton intérêt premier, c'était d'enseigner comme plus le côté didactique parce que t'es bonne pour expliquer. Ouais. Tu sais, moi, je disais que c'était un peu plus ma faiblesse d'expliquer, mais c'est vraiment le fun parce que je savais pas ça de toi, que toi, t'aimes vraiment ça, tu sais. Ouais, évidemment, tu sais, quand tu vas en enseignement, mais là, je vois comme l'importance. Mais le côté socio-affectif, c'est vraiment quelque chose que j'aime dans la vie puis que je trouve qui est important. Puis, mais cela pas au dépens de l'académique. Parce que, oui, Célia, tu me connais, puis je suis quelqu'un qui est très, très rigoureuse côté académique. Pour moi, c'est important. Dans ma classe, ça va runner, là. Ça l'arrêtera pas, là, mais je pense que c'est les deux côtés qui sont vraiment importants. Puis je pense que la partie qui me motive plus, c'est le côté socio-affectif. Okay. J'aime la job parce que je peux expliquer aussi l'académique, mais la motivation vient pas du fait que j'explique l'académique. Ma motivation vient plus de l'aspect que je change, plus socialement l'élève, tu sais, plus côté socio-affectif. Okay. Mais quand, avant de t'inscrire au bac et maintenant, est-ce que tes facteurs de motivation, est-ce que ça a changé? En fait, non, ça n'a pas changé. Okay. Parce que c'est vraiment ça que je disais quand je l'ai rentré au bac. Puis c'est pour ça aussi que, tu sais, moi, j'ai pas choisi l'enseignement primaire parce que je me suis dit, j'adore les enfants, puis je vais être autour d'enfants. J'ai pas choisi l'enseignement primaire parce que je me disais, j'adore la matière qu'on enseigne au primaire. Parce que concrètement, si je pouvais offrir ce service-là qu'on offre à l'école primaire à n'importe quelle clientèle, j'aimerais autant ça. C'est vraiment le cadre de voir des petits humains ou des grands humains, peu importe leur âge, à tous les jours, puis d'être vraiment une figure qui est encadrante pour eux, qui est une ressource pour eux, qui est bienveillante, qui est de confiance. C'est ça que j'aime. Mm-hmm. Puis c'est ça qui m'a poussée à aller dans le bac parce que j'avais fait du camp de jour avant. Ouais. Puis au camp de jour, c'est comme au début, je voulais pas le faire, là, mais c'était la première fois que j'étais vraiment en contact avec des jeunes. Puis, tu sais, d'avoir un jeune qui me dit « Ah, mes parents, aujourd'hui, ils sont en vacances, j'étais pas obligée de venir au camp de jour, mais je leur ai dit que je voulais venir quand même parce que j'aime passer mes journées avec toi. »
Ça, j'ai Oh. fait « Wow, OK, Ouais. j'aime ça, j'ai un impact sur lui. » Avoir une petite fille qui dit « Est-ce que tu peux être ma nouvelle maman? Oui, ma belle, je vais l'être, tu sais. Puis je veux pas prendre la place de ta mère, mais si je peux t'offrir ce que tu as besoin pendant de 8 à 4, ben je vais le faire. » Puis c'est ça qui m'a motivée. Donc, c'est qu'est-ce qui m'a poussée à choisir le bac en enseignement. Puis c'est qu'est-ce que je ressens encore aujourd'hui. C'est pas mal ça. Puis Ouais, tu je vois, moi, le facteur de contrôlabilité de la tâche, c'est pas un facteur qui me motive vraiment. OK. Fait que je le Toi, ressens. si tu vois, le tu- Vio, là-dessus, il Ouais? me touche pas. OK. Ouais. Mais si tu... Toi, ça te dérange pas de juste suivre le programme, tu suis qu'est-ce que tu as enseigné, puis tu utilises des cahiers? Est-ce que tu aimes ça, utiliser des cahiers? Intéressant. Tu sais, dans le Mais sens ça, que c'est un autre tu sujet de dis ça, podcast, mais- Solia, là, mais- on part. Tu dis ça, mais t'aimes quand même ça choisir t'as certains choix raison. pédagogiques. T'as raison. Peut-être pas faire des gros projets, mais... T'as raison. J'aime ça, mais c'est pas qu'est-ce qui me motive à faire Ok. cette job-là. Parce que si OK. j'aime ça, parce que là, j'ai la chance de le faire. Tu sais, dans mon stage, j'ai parti un projet sur la NFL parce que je tripe sur le football, puis mes petits gars de 6e année, ils aimaient ça aussi. Puis je me disais, bon, ben super, je vais pouvoir les motiver de ce côté-là. Fait que je me suis dit, bon, la contrôlabilité dans ce cas-ci m'a aidée. Mais si on me disait, non, t'es obligé de suivre tel programme, ça l'entraverait pas ma motivation. OK. Je pense que j'aimerais quand même ça parce que je le donnerais à ma manière quand même. OK, tu sais. OK. C'est intéressant. Mais Ouais. moi, je me questionne sur... Est-ce que j'ai juste pas envie de le faire parce qu'on me dit de le faire? Ben ça, Mais non. Non, je le fais, mais à ma manière pour que les élèves aiment ça. oui, juste que oui, C'est définitivement. Quand les là. élèves, ils aiment pas ça ou qu'ils sont comme « Ah... » Tu Mais sais, je comme... pense que tout peut être fait de manière cool. Tu sais, Ouais. il y a tellement d'élèves qui aiment pas l'univers social. Puis là, tout Ouais. à coup, tu donnes le... Ouais. Dans le cahier, ça parle de la révolution tranquille. Puis eux, ils ont le goût de s'arracher les yeux parce qu'on apprend la révolution Pas de tranquille. Ouais. Mais après ça, j'enseigne la même notion, mais au lieu de le lire, je leur explique. Puis là, tu sais, je fais des Ouais. histoires. Puis hey, j'en C'est prends ça. un, il vient devant la classe, puis on va l'act out, OK? Mais Mhm. là, Mais ça, c'est un la choix. même matière. Mais Oui, t'as ça, c'est un raison. choix. C'est un T'as choix raison. pédagogique. T'as raison. Mais en même temps, est-ce que tu serais autant motivée à devenir enseignante si tu n'avais pas ce choix-là? Mais je sais pas. Mais je sais juste que moi, ça me réconforte d'avoir Ouais. quand même un programme qui me dit quoi faire. OK. Parce que je suis pas quelqu'un qui aime avoir trop de choix. OK. Parce que là, je serais comme là, j'ai trop d'affaires à réfléchir. Déjà que je prends tellement de choix par rapport à la manière que je veux faire ma gestion de classe, par rapport à la manière que je veux faire toutes mes affaires, que je me dis, si au moins je peux être guidée là, Ouais. sur ce que je dois enseigner, ça m'aide. Mais là, tu me remets vraiment en question parce que tu as raison que dans le fond, il y a de la contrôlabilité dans tout. Puis juste le fait de la manière qu'on choisit d'enseigner la matière, même si la matière est imposée, c'est de la Ouais. contrôlabilité. Fait que finalement, je retire ce que j'ai dit. C'est vrai. On Puis- contrôle tellement de choses en enseignement. Oh my God! Tu choisis aussi ton système de gestion de classe. Ouais. Tu choisis plein de T'as choses. raison. Mais je trouve ça le fun, c'est comme T'as raison. J'aime c'est ça comme parler. Oh wow. une mini-maison, la classe. Ouais. Tu sais, ta maison, tu choisis la déco, tu choisis ce que tu vas faire, l'ambiance, c'est cosy. Ben la classe, c'est pareil. Ouais. Fait que je garde le fait que j'aime ça, Mhm. mais je pense quand même que c'est pas un grand facteur de ma motivation parce que si Ben j'avais oui, ben pas oui. ces choix-là, ça me dérangerait pas tant que ça. Je prends avantage du fait que je les ai, mais je pense pas que ça me dérangerait tant que ça. Ouais. OK. Il y a moyen de moyenner. Moyenne, Moyen j'aime de ça. moyenner. J'aime ça. Est-ce que tu voulais qu'on parle de la motivation des élèves? Oui, ben parce que c'est surtout ça qu'on apprend. Tu sais, là, on a parlé de nous, là, Ouais. mais de manière générale, quand on parle de motivation à l'université, qu'on lit quand on parle de VIO, le fameux VIO, c'est par rapport à comment est-ce qu'on peut motiver nos élèves à faire une tâche. Parce qu'on s'entend que c'est quand même un grand défi, là. Vraiment. Puis c'est pas juste les élèves en trouble de position qui refusent, là. C'est tous les élèves, des fois, qui ont pas envie de faire quelque chose. Puis si t'as pas envie, ben tu vas t'engager moins dans la tâche et tu vas avoir un moins bon résultat et tu vas avoir moins avoir d'acquis. Fait que c'est Mhm. vraiment important en tant qu'enseignant de motiver tes élèves parce qu'au final, qu'est-ce que tu veux faire? Ben tu veux qu'ils apprennent. Ben si ça leur tente pas, ils apprendront pas puis au final, ils réussiront moins académiquement. Exact. Puis aussi, c'est important qu'ils aiment leur vie et qu'ils Aussi. aiment l'école. Aussi. C'est important. Le but aussi, c'est qu'ils aiment l'école parce qu'on veut pas qu'ils lâchent. On veut pas Ouais. de décrochage scolaire. On veut que les élèves aiment ça. Puis si à chaque jour, ils vont à l'école puis ils aiment pas ça, ils n'auront Donc, pas le goût c'est- de rester. Oui, exactement. Fait que là, c'est super important. C'est pour ça qu'on nous enseigne justement ces 3 facteurs-là en disant ben faites attention dans vos classes et essayez de proposer des projets, de proposer des activités, proposer des types d'évaluation qui prennent en compte les facteurs de la motivation de l'élève. Il faut que l'élève comprenne pourquoi il fait une tâche. Parce que s'il ne voit pas l'utilité à la faire, ben, il ne s'engagera pas dans l'affaire puis il n'aura aucun plaisir et il
il en retirera rien. Exact. Donc, d'expliquer aux élèves les raisons derrière qu'est-ce qu'on leur fait faire. Moi, je leur dis, il faut être transparent. C'est une valeur aussi en lien avec l'évaluation, mais d'être transparent. Je vous enseigne ça et voici pourquoi je le fais et voici ce que je veux que vous en retiriez. Mais là, l'élève, il comprend, elle ne peut pas juste combler le temps. Oui, c'est toujours le fun de leur donner un exemple dans la vie réelle où ça pourrait être utile. Ouais. Des fois, quand tu penses à tout ce qu'il y a dans le programme, ça peut être difficile de trouver chaque chose d'une utilité, mais c'est toujours relié à autre chose, tu sais. Comme, des fois, souvent, en tout cas, je sais pas si tu t'es déjà fait dire ça par des élèves de « OK, à quoi ça va me servir? » Ouais, tout le temps. Moi, je me prépare mentalement. Tu sais, je suis C'est comme... bon, ça! Oui, c'est important. Tu sais, tu donnes des exemples. Des fois, c'est difficile d'en trouver, mais tu vas toujours trouver un lien. Puis je pense que ça va les motiver. OK, dans la vraie vie, on va faire ça. Super. OK, ça va me servir à quelque chose. Mais juste cette semaine, on parlait de proportion dans notre cours de mathématiques, justement, c'est l'enseignement de la proportion. Puis notre prof, elle a dit, quand tu vas à l'épicerie, là, puis tu veux savoir... Mais oui. Tu as un budget étudiant, là, puis tu veux acheter le meilleur feta, ce qui est mon cas, parce que je tripe sur le feta ces temps-ci. Bien là, je regarde tout le temps, je regarde tout le temps dans le bas, c'est combien... Ça me coûte combien par gramme? C'est-tu avec toi, Mané? On avait fait notre épicerie ensemble, puis j'avais vu que tu faisais ça. C'est-tu toi? Ouais. J'ai vu... Moi, je faisais pas ça, puis là, j'ai vu quelqu'un qui faisait ça. J'étais comme, mais c'est tellement intelligent. Ouais, là, tu regardes, ça coûte combien par gramme? Mais c'est de proportions, là. Mais avant, je le calculais dans ma tête. Moi, j'étais comme, OK, mais lequel qui vaut plus la peine? Puis là, ouais, c'est ça, c'est fou utile. Exactement. Puis notre prof, justement, elle nous a mentionné ça. Puis j'étais comme, merci de faire le lien pour nous, parce que justement, des fois, on a de la misère à faire le lien entre qu'est-ce qu'on apprend. Tu sais, je veux dire, je comprends que calculer l'air, c'est important, mais quand est-ce que dans la vie, je vais calculer l'air? Oui, mais ça t'amène à quelque chose qui va être utile. Donc, des fois, de réfléchir d'avance, comme tu dis, puis planifier ta réponse, c'est important, puis ça favorise la motivation, là. Ouais, exact. Vraiment. C'est pour ça que qu'est-ce qu'ils nous disent au bac, c'est de faire des activités concrètes. Dans le sens de, tu sais, on fait souvent des activités sur feuille, sur papier, la mise en situation. Ginette s'en va à l'épicerie acheter, non. À la place, toi, va à l'épicerie avec tes élèves. Va à l'épicerie, va acheter des choses, fais une sortie de classe, tu sais. Puis comme, je veux dire... c'est concret, puis les élèves, OK, ils s'en rendent même pas compte qu'ils apprennent quelque chose, puis ils apprennent. Ben, faire du pain de riz, là, ce matin, j'ai fait du pain de riz, puis là, je regardais une recette, mais on était 5 personnes, mais là, il fallait que je fasse mes proportions, là, pour savoir combien d'œufs puis combien de lait à mettre. Ben, fais-le avec tes élèves. Fais une activité de recette. Ils vont être motivés, là. Les recettes, là, c'est tellement bon, là. Maths, français, interdisciplinaire, on aime. Hey, tu peux éclore toutes les matières hors plastique, là. Ben, vraiment, là. Ouais, pour vrai. Compétences transversales, tout le kit. On peut tout rentrer là-dedans. L'autre facteur qu'on va parler, là, justement, je l'ai juste mentionné très brièvement, mais le sentiment de compétence. Faut que tu donnes des défis aux élèves, c'est super important, mais il faut que ce soit des défis qui sont réalisables. Dans leur zone proximale de développement. Bon, mais voilà, c'est là, parle-nous-en donc! La zone proximale de développement, vous allez l'apprendre quand vous êtes au bac, non? Non, mais dans le fond, ce que ça veut dire, c'est juste de proposer, tu fais un enseignement, après tu fais des exercices, de proposer des exercices qui sont réalisables pour les élèves, qui sont pas trop difficiles, qui sont pas trop faciles, qui sont dans leur zone de développement. Tu sais, juste assez pour... Ils vont se développer, mais si c'est trop difficile, on se décourage. Moins de motivation. Si c'est trop facile, c'est trop facile, ça vaut pas la peine de le faire. Puis tu veux qu'il y ait un défi, parce que c'est quand l'élève est hors de sa zone de confort aussi, puis qu'il vit une réussite, que cette réussite-là, elle marque encore plus, et que là, sa confiance dans le tapis et que là, il va vouloir encore plus essayer des défis parce qu'il va réaliser qu'un défi, ben, c'est réalisable et que ça augmente la confiance en moi. Donc, amène-moi-en des défis au lieu de justement les craindre. Si on donne des défis trop gros pour commencer, les élèves voudront jamais les faire. Ils vont avoir peur, ils vont éviter la tâche. T'es pas mieux parti. J'ai une belle métaphore pour ça aussi. Tu sais, quand j'ai commencé l'escalade, au début, là, si j'avais commencé à faire des super difficiles, là, des noirs, là, j'aurais jamais réussi. J'aurais pas eu de sentiment de compétence. Je me serais dit, mon Dieu, je veux pas faire ça. Mais là, je commence, je fais des plus faciles. Je suis comme, oh mon Dieu, je suis capable de les faire. Là, j'ai réussi à faire quelque chose. C'est un peu difficile, mais je réussis à faire une voix. Là, je suis comme, oh mon Dieu, mais je veux continuer parce que je me sens bonne, je me sens compétente. Fait que je trouve que ça s'applique dans tout le temps dans la vie. Fait que c'est normal que les élèves, si c'est trop difficile, c'est trop facile, c'est juste logique. Tu sens que tu te pousses à t'améliorer. Tu te sens que tu es meilleur après avoir fait une fois qui était un peu plus difficile et que tu l'as réussi. Tu te dis, waouh, mais là, je m'améliore. Peut-être la prochaine fois, je vais pouvoir en faire une encore plus difficile. Exact, ce sentiment-là de savoir que
tu gagnes en compétences est tellement enrichissant, Ouais. puis il vaut la peine d'être vécu, là. Ouais. Puis, tu sais, quand on a travaillé au Camp Claret, là, promo Camp Claret, mais c'est, bon, clairement pas un contexte de défi académique, mais c'est quand même un contexte où on met beaucoup nos campeurs dans des défis, soit on leur dit, OK, en équipe, vous allez devoir monter un mur de solidarité où c'est juste une planche de bois, donc là, il faut qu'ils se mettent ensemble. Et au début, ils disent, c'est absolument impossible que je réussisse ça. Ben oui. Puis une fois qu'ils l'ont réussi, ils sont comme, donne-moi-en un mur plus haut, Ben que oui. je l'essaye lui aussi. Tu sais, donc, Mise c'est en ça. contexte, c'est un camp où tu dors là, je un suis camp dans la désolée, forêt. Non, juste pour qu'ils comprennent. C'est un camp dans la forêt où ils dorment dans des tentes, puis on fait des activités extérieures, plein air. c'est Ouais. vraiment un camp qui est axé sur le développement de l'enfant et de l'adolescent, puis justement, développer sa confiance en soi, sa vie d'équipe, travailler, justement. Tu sais, c'est beaucoup des défis, là. Tous les jours, c'est des défis, mais encore une fois, des défis qui sont réalisables, qui sont quand même hors de leur zone de confort, parce que la majorité n'ont jamais été dans la forêt, là. Mais c'est fou comment tu vois comment ça change quelqu'un Oui, de tu le vois, réussir un tu défi. le vois dans leurs yeux. Ouais. OK, tu sais, il était convaincu qu'il était pas capable, il Ouais. était absolument certain, il le fait, puis il est comme, Oh, wow. OK, genre, je peux faire des choses, je peux tout faire. Mais j'ai l'impression que ces défis-là, c'est plus facile de voir justement ce changement-là chez la personne parce que c'est un défi qui est souvent plus physique. Donc, tu vois vraiment si la personne a réussi ou non. Mais quand c'est académique puis tu donnes un exercice à l'élève, tu sais, des fois, c'est plus difficile de percevoir ça. Là. Est-ce qu'ils ont ce sentiment-là? Est-ce qu'ils ont... Comment ils ont trouvé le défi? Parce que tout se passe dans sa tête. Mais des fois, quand ils sont expressifs, tu peux le voir. Parce que là, je fais souvent du 1 pour 1 là, le jeudi. Tu sais, j'aide dans les classes. Puis là, quand je suis assise avec l'élève puis que j'essaie de le questionner pour l'amener à comme bâtir sa compréhension, tu sais, là, il n'y a pas de réaction. C'est comme nerd, c'est OK, on enchaîne, on continue. Là, à un moment donné, c'est comme OK! Mais pas tout le temps, là. Ouais. Ceux qui sont comme plus expressifs, mais... Ou juste, tu le vois comme, genre, une petite... OK, c'était ça. Puis moi, je trouve que c'est le sentiment... C'est ce même sentiment-là que je trouve le fun qu'au Camp Claret, quand il réussissait des choses, Tu sais, je trouve que ça s'applique aussi, mais pas tout le temps, parce que, tu sais, quand t'es prof dans une classe, t'as pas le temps d'être 1 pour 1 tout le temps avec les élèves. Non, là. c'est ça. C'est pas... C'est différent. Mais c'est aussi qu'est-ce que... Tu sais, moi, j'adore donner du tutorat, là. Je sens... je sens que je suis plus... Non, j'ai valuable, mais c'est un mot en anglais, puis c'est pas valable en français. Anglicisme, on aime. On accepte ça. Je suis plus utile, on va dire ça comme ça. Je suis plus utile à l'élève que j'aide, parce que concrètement, s'il comprend pas, ben, je peux passer 45 minutes sur la même matière avec lui jusqu'à temps qu'il comprenne. Mais quand t'en as 24, c'est tellement difficile à faire. Exact. C'est exactement ça. Là, bon, petit changement, là, parce que on enchaîne. La motivation, souvent, on va parler de motivation intrinsèque ou extrinsèque. Petit résumé, une motivation qui est intrinsèque, c'est sans éléments externes incitatifs. Donc, c'est parce que je sens que je suis curieuse, que ça va m'apporter quelque chose, que ça va me développer et j'ai une quête de développement de soi versus la motivation extrinsèque, c'est je suis motivée à le faire parce que je vais avoir une récompense, parce que je veux une bonne note, parce que je veux l'approbation de mes parents, parce que je veux un bon salaire. Tu sais, dans le sens que c'est une motivation qui est guidée par un facteur externe. Oui. Intrinsèque, c'est comme ça vient du cœur. Ça vient du cœur. C'est tu as vraiment envie de le faire, comme c'est toi à l'intérieur. Extrinsèque, c'est il y a un bonbon au bout du fil, il y a une carotte, il y a quelque chose. Là. Et petit contexte, notre motivation de devenir prof est très intrinsèque, là, on va se le dire. Ouais. C'est pas les facteurs intrinsèques qui nous aident. Extrinsèque, ça peut aussi être négatif. Ça peut aussi être, sinon il y a une conséquence. Là. Ouais. Exactement. Donc, je voulais qu'on en parle un petit peu parce que est-ce que tu sens que dans tes expériences dans le système scolaire, on essayait plus de motiver nos élèves intrinsèquement ou extrinsèquement? On connaît tous la réponse. Oui, on connaît tous la réponse, mais... Évidemment, la réponse, c'est vraiment extrinsèque, mais ça s'en vient. Dommage. Ça s'en vient, non, mais ça s'améliore vraiment, là. Comme, on le voit dans les écoles de stage, on le voit quand on va en suppléance. C'est sûr que c'est vraiment extrinsèque, mais ça s'en vient, là. Des fois, j'en vois des profs. Et ça marche pas. Ouais, ça marche pas d'essayer de motiver l'élève avec une boîte à surprise, avec une récompense, avec... Ça n'aura pas l'effet voulu, parce que l'élève va juste le faire pour se prouver un moment précis pour avoir sa récompense ou ne pas avoir sa conséquence. Et après ça, c'est bye-bye poubelle. Là. Mais c'est difficile pour les profs parce que aussi dans notre formation,
on n'est pas tant formé à aller chercher la motivation intrinsèque. C'est vrai. C'est vraiment pas la motivation intrinsèque, ça serait plus dans les contextes réels. Oui, ils nous disent bravo, fais un contexte réel, mais est-ce que tu nous dis comment faire un contexte réel? Pas tant que ça. Là. Puis, c'est si tu le fais pas, tu vas avoir une mauvaise note. T'sais. C'est tellement terrible. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé dans mon stage 3 parce que les élèves, ça paraissait qu'ils étaient habitués depuis le début de leur primaire à faire une bonne action pour avoir une récompense. Soit avec le système d'émulation, le système de gestion de classe, peu importe. Mais c'était vraiment, je vais aller ouvrir la porte, rendre service. Est-ce que je peux avoir un... Mais là, j'exprimerai pas c'est quoi le système d'émulation qu'il y avait dans cette classe-là, mais est-ce que je peux avoir ma récompense maintenant? Oui. Mais non. Regarde-moi, je suis en train d'aider quelqu'un. Exactement. Mais non, mais c'est tellement important, justement, d'amener les élèves à réaliser que toutes ces bonnes actions-là que tu fais, faut que tu les fasses parce que tu te sens comme une bonne personne, parce que tu as des morales, parce que tu veux être bienveillant puis entraider les autres, pas parce que tu veux avoir un point de plus dans ton système de classe qui va éventuellement te donner des bonbons, je sais pas. Mais puis, ça part de comme les valeurs, l'éducation, ça part de l'enseignante. Si l'enseignante, c'est un modèle de bienveillance, c'est un modèle de gentillesse, d'empathie, c'est sûr que les élèves ils vont être plus poussés à faire ça. Un autre facteur de la motivation, c'est la relation enseignant-élève. Là, qui est comme, je pense, c'est comme le premier, c'est comme le plus important. C'est hyper important d'avoir dans le fond, un lien de confiance. Là. Parce qu'il faut que l'élève ait confiance en toi pour justement embarquer dans tes idées. Puis parce que tu es un modèle, ils vont te suivre, ils vont t'imiter. Là. Mais d'où l'enjeu de dire que si pendant 5 ans, ils ont eu des enseignants qui les poussaient, qui les... le mot anglais, bribe, là, to bribe. Donc, c'est pas des menaces, là, mais c'est dire fais ça ou tu vas avoir ça ou fais ça pour avoir ça. Mais quand ils arrivent avec un enseignant, mettons en 6e année, qui tout à coup leur donne pas ça, c'est difficile pour eux de dire je vais le faire même si j'ai pas de récompense. Ou après ça, dans un contexte de vie courante, de pas aller aider quelqu'un parce qu'il dit pourquoi est-ce que je l'aiderais? Ça me donne quoi? C'est comme une mauvaise culture, je trouve que ça l'impose. Vraiment, tu te questionnes sur OK, mais qu'est-ce que ça va me rapporter? Tu sais, c'est pas les bonnes valeurs qu'on veut inculquer. C'est ça la job d'un enseignant aussi, c'est d'inculquer ces valeurs-là. Mais les parents aussi, là, tu sais, on peut pas tout faire. Déjà qu'on leur apprend pas mal de compétences, mais on peut être un exemple. Déjà, juste d'agir en exemple, c'est déjà comme un gros effort. Ça devrait pas être notre job, on s'entend, mais c'est malheureusement le cas. Là, oui. Vraiment. Si c'est pas déjà inné chez l'élève, toi, tu veux que ce soit le cas dans ta classe, il faut que malheureusement tu fasses les efforts pour, puis tu fasses les enseignements pour. Ça te tente-tu de faire des questions? Ah oui, j'adore. Moi, ça me tente. Je trouve ça le fun, puis j'ai des questions. OK, parfait. Est-ce qu'on met un petit contexte dans le fond? Oui. Explique donc les questions. Dans le fond, on écrit des questions. La majorité, en fait, c'est toutes des questions par rapport à l'élève. Puis on a une question par rapport à la motivation de l'enseignante. Puis on s'est dit que c'était juste le fun de piger puis comme dans un beau petit pot répondre aux questions. Le pot, il vient de ma coloc. Shout out à Elisabeth. Ça c'est la question de prof là. Ah bon, d'accord. Vas-y. Est-ce que tu adaptes ton enseignement aux différents styles d'apprentissage des élèves et à leurs différents centres d'intérêt? Le cours d'interdisciplinarité et différenciation. FPI. Attends, la question, c'est quand même précis. Là. C'est est-ce que je l'adapte aux différents types d'apprentissage? C'est sûr qu'on a une classe de comme 20, 25, 30 élèves. C'est sûr que c'est impossible de toujours l'adapter à tous les styles d'apprentissage parce qu'ils sont tous différents, tu sais. Mais je pense que qu'est-ce qui est vraiment bon à faire, c'est, par exemple, concrètement, faire une période qui bouge puis une période assis. Si tu as beaucoup de choses à faire assis, parce que des fois, il faut là, écrire, là, puis on veut faire des ateliers debout, on veut faire des activités dans le gymnase, mais, tu sais, je dirais, les personnes qui ont besoin de bouger en apprentissage, là, je ne me rappelle plus c'est quoi le mot, kinesthésique. Mais moi, je sais que je suis de même. Oui. Mais, tu sais, quelqu'un qui a besoin de bouger, OK, on l'en fait. C'est juste de faire des différentes activités pour que ça vienne répondre aux besoins de tous les élèves. Puis, tu sais, juste de varier. Si tu fais 2 périodes assis, c'est sûr que les élèves, ça va plus leur tenter. La motivation va baisser. C'est comme, on est tanné d'être en silence, surtout en silence, là. On est tanné d'être assis. Difficile. Puis, aussi, l'enseignement en nature, c'est le fun. Tu sais, ça répond aussi aux besoins de bouger. Est tellement bonne en enseignement nature. C'est quelque chose qui est tout nouveau, on va se le dire, dans le domaine de l'éducation. Là.
Mais Célia, elle a maîtrisé, là. Ben Parle-nous là, un non, peu. on dit pas que j'ai Ben, maîtrisé. t'es bonne! Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Puis je pense que ça part du fait que moi, dans mon primaire, on faisait de l'enseignement nature, pas tant que ça, mais quand même beaucoup, tu sais. Ben, raconte, dans le fond, t'étais pas dans oui. une école... Ouais, c'est ça, j'étais dans une école alternative, là, Mhm. une école Waldorf. Tu sais, il y avait du jardinage, je me rappelle qu'on avait, tu sais, du dessin d'arbres à l'extérieur. Je me rappelle plus exactement, mais je me rappelle qu'on en faisait, puis je me rappelle que c'était réaliste. Mais il y a aussi le camp Claret qui m'a inspirée. Veux pas, Ouais. le fait de voir que les élèves, les campeurs, enfants, les ouais. campeurs, peuvent apprendre des choses à l'extérieur. Puis aussi, on a eu une conférence il y a quelques jours. Là. Est-ce que Avec tu étais là? David Non, Bessette. Malheureusement, je travaillais, Ok. je pouvais pas être là. c'est correct. Mais je vais lire son livre. Ouais. Ouais, on a eu une conférence sur ça, là, sur l'enseignement à l'extérieur avec son livre, sans activité. Puis c'est vraiment... Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça qu'il disait. Le fait d'être à l'extérieur, c'est que c'est concret, c'est que eux, ils pensent pas vraiment qu'ils apprennent. C'est sûr qu'il faut être encadrante, faut dire là, on n'est pas ici pour s'amuser là. C'est pas wouhou, on est dehors. Mais on est dehors, puis ça va les motiver parce que c'est quelque chose de concret. Par exemple, dans les sciences, là, on a fait brûler, on a fait comme un peu du camping, on a fait chauffer un œuf, puis là, les changements physiques, chimiques. Ouais. Le fait de juste se promener dans la forêt puis de noter des changements, le fait de... Je pense qu'il avait donné comme exemple le fait de se promener dans un quartier puis de cibler les formes géométriques, tu sais. T'apprends à J'adore. Dans connaître ton l'architecture, il y en quartier. a tellement, en plus. C'est comme univers social, tu Ouais. connais ton quartier, maths, tu sais, c'est juste vraiment le fun. Puis on s'entend qu'à cet âge-là, le besoin de bouger, c'est comme Est très grand. la majorité des élèves. Là. Il y en a Ouais. des élèves qui apprennent super bien assis, mais il y en a beaucoup qui apprennent bien en bougeant. Là. Fait que c'est ça. Puis la deuxième partie de la question, Ah oui. je pense que c'était par rapport Déficit d'attention. aux différents centres d'intérêt, en fait. Oui, ouais. Parce ouais, que ouais. nos élèves, il faut que tu t'adaptes à ta classe, là. Ouais, Tu sais, si vraiment. toi, t'as préparé un projet sur... je prends un exemple que j'ai fait, la survie en forêt. Ouais. Moi, j'adore la survie en forêt, mais si je réalise que j'ai aucun de mes élèves qui sont intéressés par qu'est-ce que je fais, il faut que tu t'adaptes et que tu changes la thématique de ton projet parce que justement, ça ne suscitera pas l'intérêt, l'attention, la motivation des élèves. Puis au final, tu n'auras pas le résultat Est-ce que attendu. tu l'as fait, ton projet de Oui, survie en je forêt? l'ai fait. Mes élèves ont adoré. Les élèves ils ont aimé? Ouais, C'est ils ont leur centre vraiment aimé. d'intérêt? Parfait. Ben, c'est le fun. Ça a bien tombé, là, vraiment. Mais je pense que aussi, il faut que tu leur présentes des choses qu'ils connaissent pas nécessairement et t'abordes les choses pour venir susciter leur intérêt. Par exemple, Ouais. même si la survie en forêt, ça fait partie de mes intérêts, mais ça en fait partie parce que quand j'avais 6 ans, mes parents m'ont envoyé dans la forêt pendant 2 semaines, tu sais. Donc, je veux pas, c'est un intérêt qui est venu se développer chez Oui, moi. s'ils Faut connaissent pas pas juste ça, se dire « Ah, ben là, les élèves, ils le savent pas, donc Ouais, je c'est leur ça. enseignerai pas. » Non, apporte-leur quand même des nouveaux sujets, mais tu vas voir comment ils vont réagir, justement, à ces nouveaux thèmes-là. Puis là, quand j'ai abordé la survie en forêt, j'ai réalisé que j'avais 2-3 élèves dans les scouts déjà Ouais. dans la classe. Donc là, ça l'a Ok. vraiment aidé. Ils ont embarqué les autres, ils ont motivé les autres. Puis je me suis dit, ben, je sais que la majorité écoute Survivor Québec. Donc je me suis dit, je vais venir susciter leur intérêt avec un repère culturel. qu'ils repère connaissent. culturel. Mais après ça, je vais venir les pousser puis je vais leur enseigner Oui. qu'est-ce que dans la forêt du Québec, on peut, qu'est-ce qui est comestible, qu'est-ce qui l'est pas. C'était pas nécessairement quelque chose qui est inné chez eux puis qui les intéressait, mais c'est venu piquer leur attention parce que je me suis dit, ben si toi, tu t'en vas à Survivor Québec, il va falloir que tu saches ces choses-là. Ouais, Donc, tu exact. sais, il y a manière de Mais venir c'est vraiment le fun mélanger que les de deux. pris quelque chose qui, toi, te motive en tant que personne. Parce que ça, on oublie souvent ça. Tu sais, moi, au début, dans mon stage, je me suis dit, OK, je vais parler avec mes élèves comme aux collations, je vais noter leurs intérêts. Tu sais, moi, j'étais craquée. Là, Ouais. J'étais comme, je note tous leurs intérêts pour faire des activités qui les motivent. Mais il faut pas oublier que si toi, ça te motive pas, c'est parce que ça paraît. Ouais, ça paraît c'est quand vrai. une prof aime pas qu'est-ce qu'elle fait. C'est vrai. Puis là, tu sais, si les élèves aiment tous les mangas, mais que toi, t'aimes pas les mangas, c'est que ça va pas Ouais. être super motivant. Puis aussi, t'as pas tant de connaissances, puis t'es pas super motivé. Fait que je pense que l'idéal, c'est de apprendre à les connaître, leur Ouais. parler, comme voir c'est quoi leurs intérêts, mais de justement cibler des intérêts en commun. Mais c'est Puis- c'est une relation qui est Ouais. réciproque. Toi, tu peux leur apporter des nouveaux sujets, des nouvelles choses qu'ils connaissent pas nécessairement. Tu sais, les cowboys fringants, justement, quand malheureusement, Carl Tremblay il est décédé à l'automne, ben, mes élèves, ils le connaissaient pas, mais moi, je me suis dit, j'adore leur musique, je vais leur partager quelque chose de nouveau. Ben, c'était pas un de leurs intérêts, la musique francophone québécoise, mais Oui. moi, ça l'était, puis je me suis dit, il faut quand même que je leur apprenne des nouvelles choses, je leur Ben oui. partage de mes connaissances. Donc, j'ai abordé ça, j'ai fait un court projet là-dessus. Mais une autre fois, c'est eux qui m'ont parlé des YouTubers qui aimaient, et que là, on a fait quelque chose qui
qui partageaient leur intérêt, puis que moi, m'ont instruit par rapport à ça. Donc, tu sais, c'est une relation qui doit être réciproque. Là. C'est sûr qu'il faut pas faire d'activités juste sur leurs intérêts, parce que notre travail, c'est aussi de les ouvrir sur le monde, ouvrir leur regard, ouverture d'esprit, culture, apporter quelque chose. C'est juste qu'il faut prendre en compte que c'est des personnes qui ont des goûts, qui ont des intérêts, qui ont des choses qui les motivent. Puis il faut des fois faire des activités avec leurs intérêts, mais aussi leur montrer des nouvelles choses. Ben, dans le fond, il faut juste qu'ils se sentent pris en compte puis ils se sentent écoutés. Même si c'est juste une activité par mois, qu'ils sentent que, wow, mon enseignante, elle m'a écoutée, puis elle a voulu me faire plaisir, puis elle a voulu explorer quelque chose que moi, j'aime. Mais là, ça crée ton lien avec l'élève. Donc, ça n'a pas besoin d'être tous des projets qui sont faits en fonction d'eux. Bien évidemment, ça serait impossible. Mais juste de temps en temps, de venir montrer de l'intérêt, ça fait ça a une grande différence. Puis, je me rappelle très bien mon enseignante, Julie Cormier, en 5e année du primaire, enseignante absolument formidable qui m'a marquée. Et elle s'intéressait à nous là, dans ce temps-là. Vidéostar était vraiment populaire. Et là, justement, quand on se voyait la fin de semaine entre amis puis qu'on faisait des Vidéostars, elle nous disait « Envoie-moi-le par courriel, je vais le regarder juste pendant la récréation. » Elle prenait 10 minutes de son temps pour regarder notre vidéo. Et là, on sentait que notre enseignante, elle était intéressée par nous et par qu'est-ce qu'on faisait. Elle nous avait dans sa poche. Mais oui, mais c'est non seulement qu'elle regarde, elle voit c'est quoi vos intérêts, mais qu'elle vous accorde du temps, de son temps pour écouter, pour regarder, ça crée le lien, ça crée, OK, tu sais, la relation enseignant-élève dans la classe, c'est quelque chose, mais la relation à l'extérieur, tu sais, dans le sens qu'on est des personnes. Tu sais, on n'a pas le temps dans la classe de jouer, exemple, à un jeu de société pour avoir du plaisir puis créer un beau lien, tu sais, de complicité avec ses élèves. Bien, des fois, oui, mais comme quand même rarement. Puis là, le fait qu'on parle de quelque chose d'autre de l'école, que l'école, c'est comme... Je sais que les élèves aiment ça. Oui, là. parce que tu veux qu'ils soient motivés à aller à l'école, tu veux qu'ils soient motivés à aller dans ta classe. Puis, ben justement, si tu as un bon lien avec eux, ils vont être motivés le matin à se dire « Mais moi, j'ai hâte d'aller voir Madame Célial. J'ai hâte de lui montrer mon Vidéostar que j'ai fait dans la fin. Mais ça s'applique en plus, ça s'applique full à moi parce que pendant le stage, j'ai fait faire des projets personnels aux élèves qui étaient plus rapides quand ils finissaient. Puis ils choisissaient parmi plusieurs projets personnels. Puis il y avait un projet personnel, c'est de faire une capsule vidéo pour enseigner quelque chose à la classe. Wow. Puis il n'avait pas totalement fini quand je suis partie, quand le stage est terminé. Mais là, quand je suis revenue pour les jeudis, pour être en soutien, pendant la récré, ils m'ont dit « Hey, tu veux-tu venir voir notre vidéo? » C'est super, oh my God. Vraiment beau. Oui, fait que là, je me suis assise avec eux, j'ai écouté le vidéo, ils enseignaient quelque chose, je me rappelle plus en fait, ils enseignaient quoi, mais c'était juste tellement beau de les voir comme avoir fait une recherche puis enseigner. Hey, ils étaient vraiment bonnes, là. On dirait des YouTubers. C'était quelque chose de la science, là. Je pense que c'était par rapport à la neige. Je ne me rappelle plus c'était quoi exactement. Mais c'était super bon. Puis honnêtement, tu sais, des fois, tu fais un peu semblant pour les encourager. T'es comme, wow, c'est super beau. Mais là, c'était tellement authentique, là. Mais tu sais, en même temps, ils sont vieilles, là. Ils sont en 5e, 6e année. C'était authentique. Ma réaction, c'était vraiment... comme wow, comme bravo, vous avez fait ça tout seul. Ils sont pas encadrés. Là, je leur ai donné une feuille, j'étais comme ah, voilà, tu peux faire ça dans ton temps libre quand tu as fini d'avance. Puis ils ont tous fait ça tout seul, c'est tellement beau. Ouais, c'est merveilleux. Ça, c'est encourageant. Ça, c'est motivant, justement. Est-ce que finalement, j'ai répondu à la question? Ah, pas mal. Je pense que oui. Es-tu dans la prochaine? OK. Une question pour toi. OK, ça, c'est la question pour la motivation des enseignants. Ah, my God, OK. Avez-vous des modèles ou des mentors dans le domaine de l'enseignement qui ont influencé votre décision de devenir enseignante? Puis je rajouterais aussi qui vous influencent maintenant. OK. C'est les deux. À devenir ou maintenant, est-ce qu'il y a des modèles? C'est le fun, les modèles. Ben, je pense qu'il y a un de mes modèles, justement, je l'ai mentionné, mais c'est Madame Julie, qui est mon enseignante de 5e année, que j'ai vraiment adorée. C'était une enseignante qui était très, très centrée sur développer la confiance en soi de ses élèves. Soit, c'était écrit sur ses murs, là, tu es... belle, bonne et capable, tu as tout pour réussir, la confiance en soi est la clé du succès. Ouais. Et elle nous disait tout le temps, je suis belle, bonne et capable, je suis belle, bonne et capable. Et c'est ancré dans la tête. Quand je parle à mes amies de l'époque qui étaient dans cette classe-là, elles se rappellent toutes de Madame Julie et de tu es belle, bonne et capable. Et c'est une enseignante qui m'a marquée, puis justement, je pense qu'elle a motivé l'aspect socio-affectif que je veux développer avec mes élèves parce que j'ai vu l'impact qu'elle a eu sur moi et qu'elle a eu sur mes camarades de classe, puis je me dis, waouh, une enseignante peut faire ça, puis c'est tellement enrichissant. Oui, ça créait sûrement un environnement chaleureux, sécuritaire, dans lequel tu te sentais bien, tu avais le goût d'y aller. Exactement. Puis sinon, les enseignants que j'ai eus au secondaire, surtout mes enseignants d'histoire, qui étaient
tellement passionnés par l'histoire, puis qui nous racontaient ça comme si c'était quelque chose qu'ils avaient vécu hier. Puis ça a tellement rendu ces cours-là intéressants. Puis quand j'enseigne l'univers social, quand j'enseigne l'histoire, quand j'enseigne la géographie, j'essaie de les imiter parce que moi, ils ont tellement eu un bel impact sur moi que je fais pareil. Je sais pas si j'ai le droit de les nommer, mais bref. On nomme pas de nom, on est anonyme. Mon À part les enseignante profs d'uni. d'histoire de secondaire 4, si tu te reconnais, c'était toi. Mais vraiment, Ouais. comme super, des beaux modèles pour moi qui veut pas modeler la manière dont j'enseigne aujourd'hui. Puis ça t'a influencé Ouais. à t'inscrire en enseignement? Je crois que oui. Puis Parce aujourd'hui, que ça tu m'a penses montré, encore ça m'a montré à eux. quel type d'enseignant je pourrais devenir. Ça m'a motivée à aller en enseignement. Ouais. Puis, avant, juste dire, là, sur TikTok, sur Instagram, sur Ouais. YouTube, il y a tellement de beaux modèles d'enseignants Vraiment. qui font des petites capsules qui expliquent comment ils font leur gestion de classe, qui expliquent comment ils planifient, qui expliquent... Puis, honnêtement, là, je m'inspire tellement de ces personnes-là qui partagent la manière dont elles vivent leur profession, Ouais. qu'il y en a une couple là, qui sont des modèles pour moi. Ouais. Souvent, on chiale sur les réseaux sociaux, là, mais ça, c'est une chose qu'il n'y avait pas avant. Le fait qu'on ait une communauté d'enseignants, là, tu sais, les groupes Facebook, les pages Instagram, tu sais, il y a plein de groupes, c'est comme partage 3e cycle, partage 2e cycle. Puis là, tout le monde s'entraide, tout le monde donne ses idées, puis tu sais, ça a quand même des bons côtés, là. Ben, de sentir qu'on collabore, ça motive aussi de ne pas se sentir seul. Là. Ben oui, puis comme créativité, tout le monde donne ses idées, puis comme ça... Moi, des fois, je vois une idée, mais ça m'amène à une autre idée. Admettons, je fais pas son idée, mais je suis comme... Oh, mais oui, mais je peux faire ça. Mais c'est comme celui qui est venu faire la conférence, David Bessette. Ouais. C'est que je regarde tout le temps sa page Facebook pour m'inspirer. Puis là, je regarde une photo, je vois comme une activité qu'il fait. Je suis comme, ah oui, mais là, je pourrais l'adapter pour moi, mon enseignement. Fait que c'est juste comme, ça fait juste allumer la petite étincelle d'idées dans la tête. T'as-tu des modèles, toi, qui t'ont inspiré? Ben, je pense que mon modèle premier, tu sais, tantôt, je chialais sur ma mère, mais je pense que mon modèle premier, c'est ma mère, honnêtement, parce que, oui, elle était pas là, mais c'est justement parce qu'elle était comme super impliquée puis super passionnée. Comme au début de mon parcours à l'université, j'étais un peu découragée parce que, tu sais, on voyait dans les suppléances que les profs, tu sais, il n'y en a pas tout le monde qui aimait ça. Il y en a qui sont fatigués. Évidemment, ils sont fatigués. Il y a tellement une grosse charge de travail. Puis, j'étais comme, OK, mais c'est ça, tu sais, l'enseignement. Mais j'essayais de me rappeler que ma mère, elle, c'était comme... Puis aussi, quand on avait des conversations, là, nos conversations sont super enrichissantes. Là. Quand on avait des conversations ensemble, on voyait comme la passion. Là, on voyait là, comme... Tu sais, 2 TDAH qui se passent, c'est comme on s'interrompt. Puis là, on monte, c'est comme on a juste trop d'idées. C'est comme... C'est juste... C'est mon modèle parce qu'elle est passionnée, puis j'aimerais ça être comme autant passionnée puis autant motivée qu'elle. Puis à voir, là, mais pour vrai... C'est beau, oui, c'est non, beau, pour vrai, c'est tellement une bonne prof, puis c'est aussi qu'elle est bienveillante. Je me rappelle que quand j'étais jeune, j'allais souvent dans sa classe, puis ça va vraiment pas être le genre de prof, tu sais, des fois, tu sais, qui vont un peu... OK, je vais pas rien nommer, je vais nommer aucun exemple, mais, tu sais, ça va vraiment être le genre de prof qui va être là pour t'aider. Tu sais, là, en ce moment, je suis ici pour t'aider. Je suis pas contre toi, je suis avec toi. Je vais t'aider, je vais te lever vers le haut. C'est vraiment... Ma mère, je pense que c'est un modèle pour ça. Vraiment beaucoup. C'est mon modèle premier. Mais aussi, quand je suis allée au primaire, dans mon école Waldorf, on a une seule prof pour toute le primaire. Puis, moi, personnellement, j'ai vraiment aimé ma prof. Tu sais, j'ai vraiment des beaux souvenirs. Puis, c'est aussi toute l'expérience dans l'école Waldorf de, OK, comme, j'ai vraiment aimé mon expérience. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas aimé l'expérience dans les écoles, mais dans les écoles Waldorf, mais c'est 100% correct. Mais moi, j'ai adoré. Puis c'est aussi ça qui m'a poussée à y aller parce que je me disais, je vais peut-être pas enseigner dans une école alternative, mais je vais pouvoir apporter un petit quelque chose. Tu sais, apporter un petit quelque chose par-ci, par-là qui va élever le niveau. Puis ça, c'est vraiment mon modèle. Puis je vais pas nommer d'autres personnes, mais... Tout au long des stages, surtout les stages plus récents, j'ai vu vraiment des beaux modèles d'enseignants aussi, qui c'est wow, ça me ramène, tu sais, l'étincelle, la passion de OK, pourquoi j'ai étudié là-dedans. Oui, ça me donne espoir parce que, tu sais, c'est pas toujours positif. Ouais, on en parlera dans un autre épisode de OK, les aspects plus difficiles des fois. Qu'est-ce que tu fais quand tu as un élève qui est zéro motivé? Pas facile. Pas facile. Pas facile.
Tu sais, moi, j'écris cette question-là, puis moi-même, je suis comme... C'est difficile, honnêtement, mais je pense que c'est de faire comprendre à l'élève, justement, pourquoi tu lui fais faire ça. Il faut que tu aies suscité sa motivation d'une manière ou l'autre, mais tu essaies de le faire le plus intrinsèquement possible, là, de lui faire comprendre qu'est-ce que ça va lui apporter. Il faut qu'il ait confiance en toi. Puis si tu es capable de le convaincre, que tu vas voir que tu vas te sentir mieux quand tu vas avoir réussi ça, tu vas voir que ça va t'apporter ça. C'est comme la seule manière, on dirait que moi, j'ai réussi à le faire. C'est juste de m'asseoir avec l'élève et de dire, explique-moi, trouve la raison pour laquelle tu veux pas le faire. Là. Est-ce que tu évites la tâche à cause que tu penses pas que tu es capable? C'est souvent le cas. Mais oui, ça dépend du contexte. Parce qu'il y a tellement des contextes différents. Ça dépend de plein de facteurs. Je pense que c'est la première chose, c'est d'aller parler à l'élève et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Là. Parce que ça se peut que ce soit quelque chose qui se passe à la maison, qui ne sent pas bien, une séparation, peu importe. C'est souvent ça. T'sais, dans mes expériences de suppléance, là, juste t'es là une journée, là, puis tu vois qu'il y a un élève qui fait juste coucher sa tête, qui veut rien faire, ou t'as un élève qui est genre vraiment dans l'opposition. Souvent, les plus jeunes, il suffit d'aller les voir seul à seul, puis de parler, puis d'être comme « T'as-tu bien dormi cette nuit? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans la maison? Tu te sens pas bien? OK. Il est arrivé ça? C'est correct. » Tout le monde a des journées qu'on se sent pas bien. C'est correct que tu te sens comme ça. Juste de valider ses émotions, ça peut être déjà juste ça. Puis il va se mettre à la tâche parce que là, il voit que tu comprends puis que c'est pas grave. Puis que, tu sais, c'est normal. Il n'y a pas de méthode magique, mais c'est juste émotions, de connecter. Vraiment, c'est vraiment de connecter. Tu sais, oui, à long terme, dans les stages, on a pu le voir, mais je l'ai vu beaucoup de fois en suppléance des élèves. Tu sais, aussi, sont anxieux, là, une prof différente pour la journée. Là. Fait que des fois, ils sont comme... Il suffit de juste à leur parler, de savoir qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a toujours une raison. Évidemment, toujours la raison derrière le comportement. Est due à... Tu sais, l'élève, souvent, quand il a un mauvais comportement, c'est une réaction à quelque chose. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Il y a une source. Il y a une source à tout. T'sais, quand tu viens au monde, t'es pur, et après... après, tu te fais salir par le monde. C'est ça, vraiment, Donc, je pense de parler avec l'élève, puis évidemment, de connaître ses intérêts, de le questionner, d'apprendre à le connaître. OK, lui, il aime ça, tu vas l'avoir avec ses intérêts. Ça dépend de l'âge, là. Tu vas l'avoir avec les collants, pas tant que ça. Non, mais dans le sens que si il aime vraiment les dinosaures, puis que tu fais des activités avec les dinosaures, tu sais, fais juste inclure un petit quelque chose. OK, je comprends, toi, t'aimes vraiment ça, les dinosaures. La semaine prochaine, je te promets que je vais essayer. En fait, on ne promet pas, parce qu'on ne peut jamais promettre. Je vais essayer d'intégrer, pour vrai, une activité. Je pense qu'une phrase que j'ai souvent dit, c'est moi, je vais faire ça pour toi. Je vais inclure quelque chose que tu aimes dans mon activité. Toi, fais ça pour moi. Tu sais, comme un élève qui ne veut pas rien faire, tu sais. Puis, ça marche pas tout le temps, mais c'est une piste. C'est une piste. Oui, c'est une question aussi de relation que tu as avec l'élève en disant, là, c'est réciproque, là. Moi, je vais faire de mon mieux pour que tu te sentes bien puis pour que tu aies des activités qui sont intéressantes. Maintenant, toi aussi, il faut que tu fasses ta part dans notre relation puis dans notre dynamique d'école. Là. Exact. Vraiment. Cool. Super. Est-ce que tu voulais répondre? Non, toi, tu as déjà répondu à la question. On a pas mal co-construit. Correct. OK. La petite question... Je pense qu'on a un peu parlé dans tout, mais on peut... Au pire, on peut y la aller. skip aussi, là. Ben, je vais te dire c'est quoi. OK, parfait. Pour ou contre les systèmes d'émulation? On peut en parler. On en parle. On peut en parler pendant 1 heure. On peut tellement en parler longtemps. Je veux dire, on en a parlé un tout petit peu, mais les systèmes d'émulation, c'est tellement au sens large. Et on a parlé de motivation extrinsèque qui parfois peut être stimulée par un système d'émulation. Mais les systèmes d'émulation, c'est pas nécessairement lié à la motivation extrinsèque, là, c'est pas nécessairement lié à une récompense. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Faudrait dire c'est quoi un système d'émulation parce que peut-être que... On sait pas, hein, c'est qui écoute. Ça peut être Ginette, on sait pas c'est qui. Papa, maman, bonjour. C'est ça. Mais un système d'émulation, c'est souvent utilisé quand c'est difficile dans la classe au niveau du comportement. C'est pour motiver, mais on sait que c'est extrinsèque. Oui, c'est extrinsèque. C'est pour motiver les élèves à avoir un bon comportement. On peut donner des exemples de... tu sais, en maternelle, c'est souvent bonhomme vert, bonhomme jaune, bonhomme rouge. Attention, tu t'en vas dans le rouge. Tu sais, c'est ça. Mais c'est un petit système de gestion de classe, dans le fond, qui permet aux élèves de voir où ils se situent par rapport au comportement attendu. Exactement. De manière générale.
Puis, comme tu as dit, ça peut très bien être une gradation, soit de couleur, soit t'as une montagne avec des échelons, soit... Des fois, c'est des pinces. Des fois, c'est des pinces. Que tu montes ou que tu descends. Des petites voitures sur une route. Mais ça peut aussi pas être sous forme d'échelle, mais plutôt être de l'argent de classe. Ça peut être des points sur classe dojo, par exemple. Ouais. Donc, n'importe quel système qui vient féliciter ou pas un élève par rapport à son comportement. Et attention, cette émulation, c'est vraiment strictement lié au comportement et pas à l'académique. Ouais. Donc, un élève va pas se faire monter sur une échelle parce que bravo, tu as eu une bonne note. L'essai d'émulation, non, l'essai d'émulation, c'est vraiment par rapport comportemental en classe. Mais ça a ses points forts, ça a ses points faibles. Puis, on en parle beaucoup à l'université parce qu'il y a plusieurs professeurs, justement, qui sont contre les systèmes d'émulation. D'autres qui disent, ben moi, sans ça, ma classe ne fonctionne pas. Toi, personnellement, Célia, où te situes-tu? Bien là, évidemment, tu sais, on est à l'université, on écoute ce que les profs ils disent, sont tellement beaux, sont tellement bons, c'est tellement intéressant. Mais évidemment, on se fait notre propre opinion. Puis moi, en général, tu sais, ma vision est nuancée. En général, je suis plus du côté contre, mais je comprends pourquoi. Des fois, c'est vraiment nécessaire. Des fois, c'est vraiment... T'as plus d'autres options, comme que faire quand ça va vraiment pas bien. Moi, je pense que je suis pour si c'est, évidemment, une récompense de classe. Si c'est un système d'émulation de classe. OK, pas individuel, parce que sinon, ça vient mettre l'emphase sur les élèves plus difficiles, là. On s'entend. Là, quand tu as une échelle à l'avant, tu as toujours le même nom qui est dans le rouge, bien, ça vise cet élève-là. Et après ça stigmatise, ça change la perception que les autres ont de lui. Oui. Tu veux pas non plus le nuire socialement. Là. C'est ça, c'est comme, la prof, elle l'aime pas, ben nous, on va pas l'aimer. Fait que, non, ça vise en particulier. Je pense que c'est ça le problème. Et lui, il dit, moi, je suis rendu confortable dans le rouge. Donc, ça me dérange pas de me rendre dans le rouge, parce qu'à tous les jours, je suis dans le rouge de toute manière. Mais c'est sûr que des fois, il y a du monde qui dit « Ouais, mais si c'est juste un élève qui dérange... » Parce que ça, c'est... Regarde, il y aura un système de suivi tout seul, tu sais. Un plan d'intervention, là. C'est ça. Mais en général, de classe, ils vont s'auto-réguler. Ils vont être comme « Chut, là, on n'aura pas notre pizza. » Parce que moi, mon système que j'ai utilisé dans mon dernier stage, c'était une boîte de pizza. Mais c'était l'idée de mon enseignante associée. Vraiment bonne idée. C'est une boîte de pizza avec des petites pizzas que tu colles avec un velcro? Oui, un velcro, c'est ça. Des petites pizzas que tu colles avec un velcro, puis quand toute la boîte de pizza est remplie de petites pizzas, là, c'est comme une récompense de groupe, de classe. Puis là, ils sont comme « Chut, faut être en silence, là, elle a demandé le silence parce que là, on n'aura pas notre pizza. » Fait que ça, je trouve ça le fun parce que c'est pas négatif. C'est comme « Ah, OK, genre, on est ensemble là-dedans. » C'est comme de groupe. Fait que je trouvais ça bien, mais finalement, tu sais quoi? Je l'ai comme même pas utilisé. Mais c'est ça un point que je veux aborder. C'est que c'est tellement difficile d'être cohérent quand tu as un système d'émulation. Puis moi, c'est ça qui vient vraiment comme l'enlever des options pour ma future classe parce que je trouve tellement que ça va désavantager ou avantager des élèves par rapport à ta subjectivité, par rapport à ton manque de cohérence. Tu sais, tu peux pas prendre une note mentale de toutes les raisons pour lesquelles tu as avancé un élève ou que tu en as reculé un. Puis ça va arriver qu'un jour, un élève lève pas sa main, tu le recules, alors qu'un autre élève la veille avait pas levé sa main et qu'elle n'avait rien eu. Tu sais, c'est tellement difficile d'être cohérent que je me dis... Je préfère pas m'embarquer là-dedans. Puis, je préfère utiliser des techniques choc, par exemple, pour ma gestion de classe. Soit, technique choc, là, dans le fond, c'est tu fais une intervention auprès de tes élèves avec souvent un aspect qui est visuel. Par exemple, une feuille de papier que tu vas écraser quand tu reçois une insulte et qu'après ça, quand tu relèves la feuille de papier, il y a plein de petites lignes dessus parce que même si tu complimentes quelqu'un après l'avoir insulté, ça laisse une marque sur le cœur. Bref, ça, c'est une technique choc. Sinon, j'ai vu justement par un de mes modèles sur Instagram qui construit une tour Jenga et qui explique à chaque fois que on m'interrompt, elle enlève un petit bloc. À chaque fois que j'entends qu'un élève a poussé quelqu'un, ça enlève un petit bloc. Mais moi, quand je prépare une activité pour vous, je rajoute un petit bloc. Quand quelqu'un fait ça, je rajoute un petit bloc. Mais éventuellement, même si je rajoute des blocs, la tour va finir par tomber. Donc, c'est des petites techniques comme ça que je trouve qui permettent de conscientiser les élèves que je préfère utiliser. Dire, hey, est-ce que vous voulez un beau milieu de classe? Oui, vous voulez un beau milieu de classe, vous dites ça tous les jours. Vous devez contribuer à la dynamique de classe que de passer par le système d'émulation. C'est ma perspective personnelle.
Puis dans mes stages, j'ai dû me conformer à des systèmes d'émulation que les enseignants avaient mis en place qui fonctionnent super bien pour eux, mais qui, pour moi, j'avais vraiment de la misère à les intégrer puis à être cohérente. Puis je me disais, ça n'a pas l'effet voulu. Je réussis pas à avoir l'effet voulu, alors je préfère juste ne pas en avoir. Mais moi, je me disais, tu sais, je l'ai pas utilisé parce que finalement, je pense que j'en avais pas besoin. C'était vraiment pas une classe de... C'était pas une classe facile, c'était pas une classe super difficile, mais dans le sens que c'était pas... J'ai l'impression que moi, je vais plus utiliser ça si je me retrouve avec une classe que je trouve ça vraiment, vraiment difficile. Au début, je l'utilisais, puis l'affaire, c'est qu'il faut vraiment être cohérent, puis il faut vraiment être comme assidu, là. C'est ça. Tac, tac, tac. OK, j'ai eu le silence rapidement, go. Faut pas que tu oublies, il faut comme que tu sois vraiment là, allumé. Là. Et moi, je suis vraiment d'avis que quand un élève, justement, a un comportement ou fait une action qui est non adéquate, qui est inappropriée, ben il doit avoir une conséquence directement liée à cet acte. Je m'explique. Par exemple, qu'un élève elle fait pas son travail, il fait juste parler, déranger les autres pendant la période de travail, mais de le descendre sur une petite ligne, ça lui fait pas vraiment comprendre qu'est-ce qu'il fait de pas correct, puis il y a pas une conséquence qui est directe. Il va avoir une conséquence peut-être dans 2 semaines, pendant la période libre, il va manquer 15 minutes. Mais il comprend pas que le 15 minutes qu'il a manqué était directement lié au fait que j'ai dérangé pendant la classe. Je préfère, moi, quand même donner des conséquences à mes élèves, mais des conséquences qui sont immédiates et qui sont liées à l'action. Donc, tu déranges pendant la période de travail, tout le monde va à la récréation, tu n'as pas fait ton travail, tu restes pour 15 minutes et tu finis ton travail. Mauvais exemple, parce que la récréation, c'est vraiment important pour les élèves. Là. Mais bref, j'essayais juste de donner un exemple d'une conséquence qui est liée à l'action. Mais moi aussi, je suis pas tant d'accord avec celle-là parce que la récréation, c'est important. Mais pendant une période de jeu libre, par exemple, ou pendant une période qu'on va faire autre chose, bien toi, tu vas devoir reprendre le travail que tu n'as pas fait. Bref, c'était juste pour expliquer que je préfère utiliser des conséquences qui sont logiques à l'acte de l'élève que d'utiliser un système d'émulation parce que là, l'élève apprend pas vraiment. Non, je comprends, mais j'ai déjà entendu le terme conséquences naturelles. C'est ça, exactement. Je sais pas exactement si c'est ça, mais c'est comme, je pense, c'est tu fais une action, tu vas récolter qu'est-ce que tu as fait. C'est juste, tu te mets sur tes 2 pattes, sur ta chaise, tu tombes, tu te fais mal. Bien là, ça dépend de la gravité, là. Mais tu sais, tu te fais un peu mal. Mais regarde, tu t'es fait mal parce que je t'ai averti plein de fois qu'il faut que tu mettes sur tes 4 pattes, puis que je te dis ça pour ta sécurité, pour comme... Puis, tu sais, c'est la conséquence naturelle. Là. Puis des fois, une conséquence naturelle, ça peut juste être une période de réflexion. Tu sais, t'as pas été gentil avec quelqu'un, t'as pas partagé. OK, ben prends un moment puis réfléchis à ce que t'as fait, puis écris une lettre d'excuse ou détaille-moi pourquoi est-ce que c'était pas gentil, qu'est-ce que t'as fait, puis qu'est-ce que tu devrais faire la prochaine fois. Oui, réfléchir, Une conséquence, ça n'a pas besoin d'être une perte de privilège. Non, parce que c'est pas nécessairement la perte de privilège qui fait comprendre à l'élève et qui fait apprendre. Donc, c'est... justement, une conséquence naturelle, des fois, c'est juste de faire réfléchir et de faire comprendre que si tu perds ton temps quand je te donne du temps en classe, bien, plus tard, quand on fait autre chose, tu vas devoir reprendre ce que tu fais. Oui, évidemment, c'est vraiment important. Si tu décides de garder un élève à la récré, puis on s'entend qu'à la récré, c'est super important, puis on veut pas garder des élèves à la récré. Non, non, non. Mais si, là, t'as pas le temps d'avoir une discussion avec lui, moi, si je garde un élève à la récré, premièrement, je le garde pas toute la récré. Deuxièmement, je m'assois avec lui, on se regarde yeux dans les yeux, puis on se parle de quelle solution on peut trouver. Quelle solution on peut trouver? Toi et moi, on va travailler en collaboration pour trouver une solution. Ça va pas être moi qui va te dire quoi faire. Mais là, en même temps, je donne des exemples de 3e cycle. Là. Ça dépend. Oui, c'est vrai. Parce que c'est nos dernières expériences sont en ce moment, moi, je pense à 5-6e année. Ouais, puis la conscience de vraiment, comme leurs actions est vraiment développée. Mais on peut développer plus jeune. Ouais. On peut. Faut pas qu'on sous-estime la capacité intellectuelle des élèves. Là. Faut pas qu'on sous-estime. Faut qu'on les pousse à avoir ces réflexions-là pour qu'ils les développent plus jeunes. Parce que c'est possible à faire. L'intelligence émotionnelle, ça s'apprend, là. Ça s'apprend, donc il faut le faire. Puis, petite parenthèse, là, pourquoi est-ce qu'on a coupé tout de suite sur l'idée de la récréation? C'est que un élève, en plus, qui est turbulent en classe, a besoin de sa récréation pour venir se défouler, pour prendre de l'air. On ne peut pas demander à des élèves de rester assis pendant 2 heures consécutives sans prendre de l'air frais. C'est tellement bénéfique, juste à l'état mental. Puis après ça, quand ils reviennent en classe, ils sont beaucoup, beaucoup plus prêts aux apprentissages. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas donner des conséquences qui sont de rester à l'intérieur. Là. Ça me fait penser à quelque chose quand tu parlais de l'intervention choc. Admettons, je comprends que les élèves peuvent vraiment comprendre avec cette métaphore-là. Puis, surtout en 5e année, j'ai l'impression qu'ils comprennent vraiment bien. Comme, quand même, de ce que j'ai vu, ils comprennent vraiment bien l'impact de qu'est-ce qu'ils font. Mais des fois, c'est comme l'impulsivité. C'est comme plus fort. Ils comprennent, ils savent, ils sont comme « Oh non! » Ils s'en rendent compte, ils savent que
tu essaies d'expliquer quelque chose puis que tu te fais interrompre à chaque 5 secondes, c'est comme, comment je vais expliquer quelque chose si je me fais tout le temps interrompre? Puis là, ils s'en rendent compte, c'est comme, mais tu sais, c'est plus fort qu'eux. Mais c'est de trouver des stratégies avec l'élève. Justement, Ouais. s'ils s'en rendent compte, c'est tellement le premier pas à tout. Mhm. C'est le premier pas à tout, Mais là. c'est ça, Puis ils là, une fois se qu'il s'en sentent rend mal. compte, puis qu'il veut, il y a une volonté de s'améliorer, ben c'est qu'est-ce qu'on peut se donner comme truc? Qu'est-ce Mhm. qu'on peut faire? Mais c'est ça. T'sais. C'est ça, les conversations, c'est bon, Et c'est la réflexion l'impliquer pour ça. aussi dans... Lui, il a un rôle à jouer dans l'amélioration de son comportement. Ouais. Donc, ben, de lui donner ce pouvoir-là. Contrôlabilité, ouais. tiens! J'adore demander à l'élève, toi, est-ce que tu as une idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Tu sais, là, on dirait que ça le prend comme par surprise. Ah, OK, elle me demande mon opinion. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne mieux en classe? J'adore poser ces questions-là à l'élève. Je trouve ça vraiment intéressant de voir sa réponse. Et aussi, à tout le groupe, quand on parle de dynamique de classe, Ouais. là, les impliquer dans la dynamique de classe. Ouais. C'est super important. Ah, c'est le fun! Ça fait déjà 1 heure. Alors, on va se dépêcher un peu pour les dernières questions. Pour ou contre les devoirs? Ça aussi, ça pourrait être vraiment long. On pourrait en parler On peut aussi y aller, une prochaine fois, là, parce que... Mais on peut aller brièvement. Brièvement, contre. Mais encore une fois, c'est j'essaie d'avoir plus une vision nuancée. Là. C'est pas totalement mauvais, c'est pas totalement bon, mais je suis plus du côté contre parce que, selon moi, quand tu passes la journée complète à devoir avoir un niveau d'attention très élevé, écouter, apprendre, te pratiquer. Tu fais ça pendant toute la journée. Tu sais, comme nous, quand on est à l'université, le soir, là, on a-tu envie de faire tes devoirs? C'est comme pas vraiment... Tu sais, t'arrives à la maison, puis là, surtout, les parents, des fois, sont pas... sont occupés. Les parents sont vraiment occupés, comme tous les parents travaillent. Pas tout le monde qui a la même dynamique familiale non plus. Ils n'ont pas nécessairement le temps de s'asseoir avec leur enfant pour l'aider. Et des fois aussi, ils peuvent montrer quelque chose à leur élève qui est différent... à leur enfant. Ils montrent quelque chose à leur enfant qui est différent de, admettons, la méthode qu'on enseigne. Ouais. Puis c'est correct, hein? Toutes les méthodes sont bonnes. C'est juste que là, moi, ce que j'ai compris en parlant avec des élèves aussi, c'est que ça va vraiment les mélanger. C'est ça, on essaie de, tu sais, bâtir leur compréhension, flexibilité cognitive. On a des cours de didactique, Ouais. des mathématiques. Il y a une raison derrière ça. Là, on sait comment développer la pensée mathématique des élèves. OK, j'ai un exemple. Oui, vas-y. L'exemple, c'est, admettons, l'enseignement de la division par crochet. OK? OK. Tu arrives à la maison, ton parent, il veut t'aider. Ton parent, il veut faire du mieux qu'il peut pour t'aider. Et tant mieux, bravo. Oui, Tu sais, oui, bravo oui. aux parents de s'impliquer. là. Vraiment, vraiment, vraiment. Et il lui montre la méthode comme procédurale. Il dit, tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça. Et l'élève va mémoriser la procédure, mais ne pas comprendre derrière. Ça, c'est ça que je suis un peu comme... Tu sais, le niveau de l'élève est fatigué, il a besoin d'avoir du fun, de s'amuser, d'aller jouer dehors. Et le niveau de est-ce qu'on veut vraiment qu'ils apprennent... Tu sais, ça dépend. Ça dépend des parents. Là. En fait, tu vois, moi, je suis un peu comme toi dans le sens que je suis contre les devoirs. Par contre, je suis pas contre le fait de donner aux élèves des exercices supplémentaires à faire, pas pendant la période de mathématiques. Mais je suis contre le fait de le faire à la maison parce que je trouve que ça désavantage tellement les élèves que leurs parents ne peuvent pas s'impliquer. Soit n'ont pas les capacités pour le faire, soit n'ont pas le temps pour le faire, soit qui n'ont pas d'espace dans leur maison pour avoir un bureau et pour faire leurs devoirs, qui ont 6 frères et sœurs, qui courent partout, ils n'ont pas le silence. Ouais. Et je trouve juste ça trop de demander ça aux parents et désavantageant pour certains élèves. Par contre, j'aime vraiment l'idée. Et puis moi, c'est ça que j'ai eu au secondaire, une période d'études à l'école. Donc, au secondaire, j'ai pas eu de devoirs à faire à la maison parce que mes enseignants me donnaient des devoirs. Mais l'école organisait une période où on pouvait les faire à l'école. Et ça, je trouve que ça a été vraiment bénéfique pour moi parce qu'il y avait en plus un surveillant dans la classe à qui je pouvais poser des questions quand je comprenais pas. Vraiment. Donc, moi, je pense qu'en tant que prof, plus tard, je vais peut-être, je sais pas, 3 fins de journée, semaine, donner des périodes d'1 heure où c'est une période de devoirs et tu les fais dans cette période-là. Et je suis là pour si tu comprends pas, mais c'est important quand même d'avoir des moments où les élèves doivent être autonomes. Tu sais, souvent, on appelle ça un plan de travail, dans le fond. Là. Les élèves sont autonomes à dire « Ah, j'ai telle page à faire ou j'ai telle activité à faire dans telle matière. Maintenant, c'est à moi d'organiser mon temps, comment je vais les faire, d'être autonome, de pas juste dire comme « Ah, c'est la période de mathématiques, je suis en mathématiques. » Tu sais, c'est bien des fois qu'ils prennent une pause puis qu'ils doivent y retourner par lui-même. Oui, c'est le fun qu'ils puissent choisir aussi. En même temps, dans un plan de travail, il peut peut-être, ça dépend des profs, là, il peut peut-être choisir, OK, là, ça fait beaucoup de maths que je fais, ça va me tenter de faire du français. Je change. C'est fun, là. Je vois vraiment comment les bienfaits des devoirs.
Mais ça Mais c'est revient- l'aspect maison que j'aime pas. Ouais, C'est l'aspect maison. Fait que je vais en donner plus tard, mais je vais leur donner tout le temps qu'ils ont besoin pour le faire en classe. ouais. Mais je voulais juste rajouter un petit Ouais. élément avec les plans de travail. Je trouve que ça dépend aussi comment l'enseignante s'organise parce que je sais qu'il y a des enseignantes qui disent « Ah, on manque de temps, on manque de temps. Ben oui, » Ouais. c'est un défi. C'est un défi, mais je pense que ça revient à l'organisation, puis à la planification, puis au choix pédagogique que tu fais. Ouais. Mais moi, c'est un choix que je veux faire parce que je veux aussi passer beaucoup de mes périodes, mettons, d'enseignement à enseigner. Ouais. Tu sais, quand moi, je fais une période de mathématiques, là, je vais pas dire faites des pages. Là. C'est non. Je vais être là avec vous, on va faire des activités, je vais enseigner des notions. Mais c'est bien après ça de dire, ben plus tard, tu vas pouvoir y recourir, tu sais. Mhm. Puis faire plus d'exercices, prendre le temps que tu as besoin pour les faire, mais pas à la maison. Pour moi, c'est pas à la maison. Peux-tu être ma prof? Tu es ma prof, je veux aller à l'extérieur avec Ouais. toi. OK. Je pense qu'on a déjà répondu. Bon, mais parfait. alors. Vas-y. Mais veux-tu que... Ouais, vas-y. C'est la dernière. Roulement de tambour. On en a déjà parlé, mais tu sais, on peut peut-être faire une petite conclusion avec ça. Ouais, nomme-la, parfait. Pour ou contre la fameuse boîte à surprise? Ah ouais, on a beaucoup parlé. Bon, mais contre, hein? Mais contre, en même temps, je comprends que ça peut être un recours final quand tu ne sais pas quoi faire. Je peux comprendre. Mettons, je vais pas je vais pas shamer ceux qui font ça, là. Mais non. Tu sais, tu fais qu'est-ce que tu peux avec qu'est-ce que t'as. C'est juste que peut-être que j'essaierais autre chose. Tu sais, nous, on est qui pour dire ça? On n'a pas d'expérience. fait, J'ai tout à vu beaucoup fait. de profs l'utiliser, la boîte à surprise, puis je comprends. C'est Puis- juste que je vais peut-être essayer autre chose avant. Mais je pense que ça revient justement, ça fait une belle conclusion à notre introduction parce qu'on avait dit au début qu'on n'a pas la vérité absolue. On n'a pas 15 ans d'expérience dans le domaine. Donc, c'est sûr que l'opinion qu'on a eue aujourd'hui par rapport à la motivation des élèves, par rapport aux simulations, par rapport aux devoirs, par rapport aux boîtes surprises, ben, c'est basé aussi sur nos idéologies, sur ce qu'on apprend à l'université, mais sur le peu d'expérience qu'on a eu. Donc, à voir si c'est pas des façons de penser qui vont évoluer avec le temps. Et aussi, c'est vraiment important de mentionner que si c'est un enseignant qui utilise ça, puis pour qui ça fonctionne bien, pour qui les élèves sont heureux, puis... Mais Ouais. super, Mhm. on ne juge Ouais. pas ça, pas Oui. du tout. Puis, ben, viens nous partager tes opinions parce que peut-être que justement, ces enseignants-là vont pouvoir nous faire part des points auxquels on n'a pas pensé, puis qui Mhm. pourraient faire évoluer Ben notre oui. opinion là-dessus. Puis là, c'est super enrichissant qu'on n'a pas la même opinion. Exactement. On aime ça. Parfait. Fait que c'était le fun. J'ai adoré. Super. Donc, à la prochaine. Ouais. On va en faire d'autres. Ben, on va essayer. C'est bon. Ciao!